parce que le suicide en soi, c'est pas vraiment un problème. C'est un problème social. Puis, tu sais, oui, l'individu, quand il est pris avec ces pensées-là envahissantes, c'est un problème, mais en dessous de ça, hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ça peut être, dans mon cas, il y avait la dépendance qui jouait un rôle qui venait vraiment aggraver là, la problématique au niveau de la santé mentale. Tu sais, puis, le suicide, c'est l'acte, c'est un meurtre, hein, c'est le meurtre de soi. Donc, pour que quelqu'un en arrive à vouloir se tuer, il faut qu'à quelque part, il sente qu'il n'en vaut pas la peine, que sa vie n'en vaut pas la peine, qu'il ne voit pas d'issue pour s'en sortir, mais souvent, c'est ça qui me touche, moi. Quand je prends des appels, ben, j'ai souvent au bout de la ligne, au bout du fil, des personnes qui sont pognées dans cette honte-là, cette colère-là retournée contre eux. Ah, là, je dois cliquer sur J'ai compris. Exactement. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la page de Courageusement Humain. Aujourd'hui, on est le 9 décembre, puis c'est une journée extrêmement importante pour mon invité du jour. Je ne veux pas en dire plus. Je veux prendre le temps de célébrer. J'allais dire mon ami Steve, mais en toute franchise, on ne se connaît pas tant que ça. On a des amis communs. Et moi, j'ai découvert Steve à travers un périple qu'il a fait plus tôt cet été. On va en parler de toute façon de tout à l'heure. Steve Auger, mon bon ami Steve, comment ça va? Bienvenue sur la page. Ça va bien, puis merci, Ghislain. Je suis vraiment honoré là, que tu aies pensé à moi, que si je peux contribuer là, à apporter un petit message d'espoir, un petit quelque chose, là, ça me touche beaucoup. Oui, puis comme tu disais aujourd'hui, dans le fond, c'est une journée spéciale pour moi. C'est comme mon anniversaire de renaissance. C'est comme si, il y a 15 ans, j'ai eu une deuxième naissance. J'ai arrêté de consommer des drogues et l'alcool à 29 ans, il y a 15 ans. Fait que voilà, aujourd'hui, ça fait. C'est ça. Ouais. Écoute, moi, je vais te découvrir dans les prochaines minutes, Steve. Je t'ai découvert à travers tes publications, etc. Mais juste là, il y a déjà quelque chose qui me charme. C'est comment, malgré ou grâce au parcours que tu as fait, ton parcours de vie, ton parcours de route, puis on va partager quelques brindilles de ça en cours de route, mais on va surtout parler du sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui, celui de la prévention du suicide. Mais je sens en contact avec toi toute cette humilité de t'amener à l'autre sans la prétention de I did it, tu sais, je suis beau, je suis fin, non, je te sens t'amener avec écoute, tu sais, c'est mon parcours, puis si je peux contribuer, j'entends beaucoup d'humilité. Ouais. Tout ça pour dire ça finalement. Merci. Écoute, merci. Tu sais, en fait, tout ça, je le fais d'abord pour moi. Hein. J'essaie aujourd'hui, tout ce que j'entreprends, je le fais pour moi parce que ça fait du sens. Puis j'ai beaucoup de gratitude pour la vie. Puis vraiment, je suis conscient que sans les autres, tu sais, sans le monde qui nous entoure, on n'est pas grand-chose. Fait que je ne sais pas si je suis humble, je suis capable, je reconnais mon ego assurément. Mais ouais, je pense que j'arrive de plus en plus à mettre les choses en perspective, puis à prendre ma part, à prendre ce qui m'appartient, puis à remercier les autres aussi là, pour le rôle qu'ils jouent dans ma trajectoire, dans mon cheminement. Puis, oui, mais en même temps, je pense que j'ai fait des choses, des grandes choses pour moi. C'est ça, tu sais, oui, il y a de l'humilité, puis il y a une reconnaissance de moi, j'aime jouer avec la vie, j'aime faire des expériences, puis quand j'ai compris que la vie, c'est pas nécessairement ce qu'on nous propose, hein, c'est au-delà du travail, puis d'avoir une maison, puis une voiture, tout ça. À un moment donné, j'ai découvert jusqu'à quel point que la vie, elle est subtile, hein, l'énergie qui nous habite, puis finalement, j'ai comme décidé de partir en quête de tout ça. Hein. Fait que c'est ce qui fait que des fois, je vais avoir l'air de quelqu'un qui est intense ou qui dépasse ses limites, mais en fait, je suis en quête, je suis comme un chercheur de vie, puis donc voilà. Oui, je pense que déjà là, on a des atomes crochus de ce côté-là.
évidemment, moi, j'ai versé dans la performance et dans l'endurance à outrance. J'étais un athlète. J'étais allé explorer le côté sombre de cette partie-là de moi qui avait besoin de faire ça pour exister dans les yeux de l'autre. Je n'arrivais pas à me voir, moi, puis à me créer à travers mes propres yeux. Et, euh, et aujourd'hui, ben, cette année, j'ai relevé des défis moins importants que les tiens, je veux dire en distance, puis en durée, tout ça, mais des défis qui m'ont permis justement de flirter avec mon ego, avec mon ombre, avec ma lumière et à découvrir des nouvelles facettes de ce Ghislain intense que j'aime affectueusement maintenant, avec lequel j'ai eu pendant longtemps une Hmm. idée à composer. Euh, le sujet aujourd'hui, Steve, c'est le sujet du suicide ou de la prévention du suicide. Et il y a deux raisons principales pour lesquelles je me suis tourné vers toi quand j'ai fait ma liste d'invités pour célébrer la Journée internationale de l'homme le 19 novembre. Comme j'ai dit dans d'autres entretiens, je me suis pris à dernière minute, ce qui fait que je n'étais pas capable d'avoir toute cette belle brochette d'invités-là en même temps. Je me suis dit, ben tiens, je vais les rencontrer un à un à un moment où ça nous convient, puis on va échanger. Donc, deux choses qui m'ont amené vers toi, au-delà de ce que j'ai lu dans tes publications, c'est le périple que tu as fait de Montréal jusqu'à l'est du Canada, où tu as marché tout ce chemin-là dans le but de supporter la prévention du suicide. Donc, tu as fait une levée de fonds, il y a eu des entrevues, il y a une foule de choses. Donc, ça, moi, ça a fait comme, ah, wow. Et l'autre chose, c'est quand tu es revenu pour préparer, ben, pour te reposer, guérir de tout ça, des petits bobos à gauche, à droite, j'imagine faire le point et commencer à préparer la deuxième partie du périple qui, cette fois-ci, va t'amener de Montréal à l'ouest canadien complètement. Tu as décidé de joindre un organisme où tu es un intervenant. Je ne sais pas si mon titre est juste, mais intervenant pour supporter les gens qui ont besoin d'aide, ont besoin de support. Et là, je me suis dit clairement, Steve, c'est le gars avec qui j'ai envie d'en parler. Qu'est-ce qui résonne dans tout ça pour toi? Ben, écoute, je le réalise en même temps que tu le nommes. Tu sais, je t'écoute, là, puis là, j'ai l'impression que tu sais, j'embarque dans ce que tu dis, puis là, je réalise que, ben oui, c'est moi, tu sais. Écoute, si je vais, tu sais, mettons, en ordre chronologique, ben tout ce que tu dis résonne avec moi. Tu sais, moi, j'ai eu mes problèmes, en fait, ma période plus sombre où ce que j'ai flirté avec le suicide de 2000 à 2005. Tu sais, c'était 5 années assez sombres. Il y a 3 ans, mon père est décédé, fort possiblement qu'il s'est suicidé. Malheureusement, c'est une question qui va rester un peu en suspens, mais tout indique que c'est un suicide. Et puis, ben, comme tu l'as expliqué, au mois de mai cette année, je suis parti pour une longue marche. J'ai choisi d'endosser la cause de la prévention du suicide là, pour un petit peu toutes ces raisons-là, parce que moi, ça me touche personnellement par rapport à mon père, par rapport à de nombreuses personnes que j'ai côtoyées de très près. Hein, une ancienne amoureuse que sa mère aussi s'était suicidée, c'est elle qui l'a trouvée quand elle était adolescente, des amis qui ont eu des parents, des conjoints qui se sont enlevés la vie. J'ai connu des gens qui se sont suicidés. Donc, c'est clair que c'est quelque chose, je pense, qui nous touche tous, indirectement ou directement, mais c'est quelque chose qui faisait sens pour moi. Puis en même temps, quand on parle de suicide, ben, on parle souvent d'un paquet d'autres problématiques parce que le suicide en soi, c'est pas vraiment un problème. C'est un problème social. Puis, tu sais, oui, l'individu, quand il est pris avec ces pensées-là envahissantes, c'est un problème, mais en dessous de ça, hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ça peut être, dans mon cas, il y avait la dépendance qui jouait un rôle qui venait vraiment aggraver là, la problématique au niveau de la santé mentale. Tu sais, puis, la santé mentale, il y a plein d'enjeux. Il y a la crise derrière ça. Hein, la crise qui peut arriver, même chez quelqu'un qui a un bon équilibre mental, la crise qui peut arriver n'importe quand. Puis, ouais. Puis oui, j'ai eu la chance, dans le fond, j'ai vu une offre d'emploi quand je suis revenu, puis je cherchais un travail, puis un appartement, puis ben, le Centre de prévention suicide de Québec, qui cherchait des gens. Fait que pour moi, ça allait de soi que je pose ma candidature. Puis
ça fait 3 mois, un peu plus de 3 mois aujourd'hui là, que je suis intervenant de première ligne, donc intervenant de crise. Ouais. Que penses-tu de l'affirmation ou en fait de la citation qui dit que le suicide est un problème permanent, est un acte permanent à un problème temporaire ou quelque chose comme ça, une solution permanente à un problème temporaire? Tu sais, clairement que ça paraît une évidence, hein? Tu sais, quand on le regarde comme ça a l'air évident, même voire banal, puis en même temps, ça ne l'est pas banal parce que dans la tête de la personne qui vit la crise, souvent, tu sais, il y a ce qu'on appelle une vision de tunnel où, ce que dans le fond, il y a un focus qui est mis dans le suicide devient comme la seule option, puis la souffrance est là, puis c'est comme si la personne, là, elle l'oublie, elle ne voit pas tout le reste. Fait que dans cette issue-là, puis quand la crise perdure, avec le découragement et le désespoir, ça apparaît comme une seule solution. Puis en même temps, ça n'est pas une. Puis tu sais, inévitablement, les choses ne peuvent pas rester ce qu'elles sont. Hein. Ça change. Oui, des fois, la personne peut entretenir des discours, des pensées, puis un désespoir. Puis c'est pour ça que des fois, d'aller chercher de l'aide, ça permet de bouger ces éléments-là, là, de jongler avec les balles, les problèmes, puis d'avoir une perspective différente. Mais effectivement, moi, j'ai fait une tentative de suicide dans ma vie. Je suis très chanceux d'être encore ici. Puis, tu sais, si on regarde ça, là, mettons justement que le suicide aurait été complété, ben tout ce que j'ai vécu de beau là, depuis 15 ans, je ne serais pas là aujourd'hui. Fait que clairement que le suicide est un geste qui est irréparable, qui est permanent. Puis oui, les problèmes sont temporaires. T'sais. C'est sûr que quand on est seul à essayer de tout régler, ça peut sembler insurmontable. Oui, écoute, moi, ben, quand on a préparé l'entretien, je te disais que en 2016, moi, j'ai vécu une rupture amoureuse. Et dans la préparation de cette rupture-là, j'ai préparé mon suicide à 4 reprises. Les gens qui sont proches de moi, ils savent, ils sont au courant, ce ne sera pas un choc pour eux. Et je me souviens, Steve, de pourtant former, intervention stratégique, coaching, communication, coffre à outils. J'accompagne des gens en crise depuis 20 ans passés. Mais je me souviens à ce moment-là à quel point la souffrance était telle dans mon corps, et ça c'est en lien avec ce que tu disais, la souffrance était telle dans mon corps que mon désir, ce n'était pas de mourir, comme d'arrêter de souffrir. Et c'est là que ça, c'est devenu une option pour moi. Ouais. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est comment moi, je n'arrivais plus à relativiser les choses, à mettre les choses en perspective, à jongler avec ces balles-là et à juste réaliser qu'il y a des balles qui étaient devenues plus grosses que nature et qui n'avaient pas besoin d'avoir cette taille-là. Mais Colin, j'ai jamais eu le réflexe d'en parler à des chums. Donc, qu'est-ce que tu rencontres le plus souvent? Puis le but, ce n'est pas de jouer au voyeur avec les appels que tu reçois ou des choses comme ça, mais qu'est-ce que tu entends le plus qui te chamboule chaque fois et qui te donne espoir d'avoir entendu quelque chose que tu vas pouvoir utiliser et transformer pour amener de la perspective comme intervenant, comme homme, comme ami? C'est une question vraiment intéressante. Puis, ce que je réalise, dans le fond, quand les gens appellent, c'est sûr qu'il y a des événements déclencheurs, des stresseurs. Hein. La rupture amoureuse, entre autres, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent dans la crise là, en tant qu'événement. Puis, ce que ça me donne comme impression, c'est que la personne, à travers ce qu'elle vit, va retourner une colère contre elle, va vivre de la honte, va avoir une perception d'elle vraiment négative. Donc, il y a comme une fusion cognitive. Là. C'est-à-dire que quand on parlait d'avoir une perspective, c'est que souvent, quand la personne en crise vit des situations et des problèmes, elle fait un avec les émotions et les pensées. Donc, si ce qu'elle vit, ça lui fait vivre une émotion de rejet ou de honte ou de culpabilité, elle va devenir la honte, elle va devenir
poche, elle va se sentir qu'elle n'en vaut pas la peine. Tu sais. Il y a beaucoup de gens qui vivent une colère envers des événements. Il y a des personnes qui appellent, il y a des jeunes femmes qui ont subi des viols, des agressions sexuelles. Ça arrive fréquemment. Puis cette colère-là qui devrait être saine, hein, souvent elle est retournée contre soi, accompagnée d'une culpabilité, puis de la honte, puis tout ça. Donc, j'ai l'impression que le suicide, c'est un peu une façon de s'anéantir, de ne pas se donner le droit d'être qui on est. Le suicide, c'est l'acte, c'est un meurtre, hein, c'est le meurtre de soi. Donc, pour que quelqu'un en arrive à vouloir se tuer, il faut qu'à quelque part, il sente qu'il n'en vaut pas la peine, que sa vie n'en vaut pas la peine, qu'il ne voit pas d'issue pour s'en sortir, mais souvent, c'est ça qui me touche, moi. Quand je prends des appels, ben, j'ai souvent au bout de la ligne, au bout du fil, des personnes qui sont pognées dans cette honte-là, cette colère-là retournée contre eux, des gros sentiments, puis la pleine conscience, le mindfulness, la méditation, tout ça. Moi, ce que ça m'a permis, pourquoi ça joue encore aujourd'hui un rôle important, c'est que ça me permet d'observer ça sans de diffusionner, hein, on appelle ça une diffusion cognitive, ça, puis d'observer le tableau de ce qui m'habite, puis de ce qui m'entoure, puis y voir un peu plus clair, puis de comprendre que je ne suis pas mes émotions, puis je ne suis pas mes pensées. Hein. Donc ça me touche beaucoup dans les appels que je reçois. Puis tu sais, ce que tu exprimais tantôt, tes propres difficultés, puis que tu n'osais pas parler avec tes chums de gars, bien, en même temps, tu te dis, je suis intervenant ou en tout cas, je suis un coach de vie, j'accompagne des gens depuis combien d'années. Mais j'ai aussi ces appels-là d'infirmières, de professionnels de la relation d'aide, d'intervenants, intervenantes qui appellent, puis ils n'ont pas le réflexe de demander de l'aide parce que normalement, c'est eux qui ont ce rôle-là. Fait que c'est touchant ça avec parce que moi, je chausse depuis quelques années, moi aussi, les souliers de l'intervenant. Mais j'ai un processus derrière moi, j'ai un vécu, que j'ai pu cheminer là-dedans. Mais fait, la première chose qu'on fait dans un appel, avant d'évaluer le risque et l'urgence, ben, ça va être de valider puis d'accueillir cette détresse-là puis ce vécu-là. Hein. Un homme qui vient de vivre une rupture puis qu'il pleure ou il est pogné, il ne sait pas trop comment sortir ça, ben, c'est pas facile. Hein, puis d'aller valider là, que c'est correct, que c'est normal, hein, que ça soit tough de même une rupture. Fait c'est un peu de même le point de départ là, d'une intervention de crise. C'est ça qui me touche le plus. Là, c'est que la personne, elle ne se donne pas le droit d'être une belle personne. Elle ne se voit tellement plus comme elle est. Hein. Il y a une espèce d'aliénation là-dedans, là, une déconnexion avec soi. Oui. J'entends toute l'importance de légitimer d'abord la souffrance de l'autre pour pouvoir légitimer justement l'autre par la suite. J'entends ça dans ce que tu nous dis. Et quand on échangeait, je pense que c'est la semaine dernière, une des choses qu'on a mentionnées, c'est le lien qu'il pourrait y avoir avec la souffrance, avec le manque d'estime ou de confiance, qui peut être passager, qui peut être plus problématique ou pas dans la vie de la personne. Quels pourraient être des éléments passagers ou bien ancrés qui peut-être la réponse, tu ne la connais pas, là, puis sens-toi bien à l'aise, ce n'est pas un examen, mais quels pourraient être les ingrédients qui mènent justement à considérer le suicide comme une option au-delà de la vision tunnel, puis du manque de rationalisation de la réalité? J'ai l'impression que c'est beaucoup dans la charge émotionnelle qui est présente. Là. Les émotions et à la fois les pensées suicidaires deviennent envahissantes, mais tellement que c'est comme si la personne est prise dans un brouillard, dans un nuage, puis elle devient tellement l'émotion. Puis tu l'as bien dit tantôt, moi j'essaie de me rappeler, je me rappelle que c'était physique, ça fait un bout, là, je suis détaché de ça, mais je me rappelle qu'au moment où j'ai vécu cette détresse-là, c'était physique, physiologique, c'est dans le corps. Des fois, les gens en arrivent à se mutiler, à trouver différentes façons de passer par le corps pour release the pressure. Il y a comme des tensions à l'intérieur. Fait que je pense que c'est cet état-là de tension physiologique, émotionnelle, qui est un peu le cœur de la crise, hein, le fire starter. Puis c'est ce qui amène la personne, dans le fond, à perdre un petit peu là, les cognitions, tout ça. Il y a ça, puis il y a des facteurs de risque. Nous, quand on évalue après
le risque et l'urgence, tout ça, ben, on va regarder le réseau de la personne. Une personne qui est accompagnée, qui a des amis de la famille, souvent, c'est vraiment aidant, c'est un bon facteur de protection. Il y a des gens qui sont complètement isolés, qui sont seuls. Il y a la consommation de la personne. Moi, j'avais un problème de consommation, donc c'est ce qui m'a amené à travers tout ça à passer à l'acte. Parce que ce que la consommation fait, ben, d'un, ça joue sur les humeurs, sur notre système nerveux. Ça augmente l'impulsivité. Au niveau des conditions, là, on ne réfléchit plus pareil. Hein? Puis l'ambivalence, l'espèce d'espoir qui nous retient à la vie, on ne le sent plus. On a moins de sensibilité. Puis il y a plus de risques de passer à l'acte quand il y a de la consommation. Donc, il peut y avoir différents ingrédients comme ça. Des fois, il y a la santé mentale d'une personne qui a un trouble de personnalité ou un autre diagnostic. Souvent, c'est comme une vulnérabilité au long cours. Donc, la personne, elle ne part pas d'un équilibre, il arrive une crise, puis elle retrouve l'équilibre. Souvent, il y a déjà une vulnérabilité. Il y a quoi qui est tout le temps un petit peu tannant en dedans d'elle. Hein? Mais là, à un moment donné, il va arriver des événements, puis là, ça va la placer dans un état de déséquilibre, puis elle ne reviendra pas nécessairement à un équilibre. T'sais. Donc, il y a différents types de crises. Il y a la crise psychopathologique où la personne elle a déjà eu un enfant difficile, problème de santé mentale, puis il y a comme quelque chose en dessous qui est vulnérable. Il y a une crise psychosociale où, dans le fond, la personne, elle n'a pas nécessairement de problématique de santé mentale, puis elle mène sa petite vie, puis là, va arriver 2-3 événements, une perte d'emploi, une rupture amoureuse, le deuil, la mort d'un proche, tout ça. Puis là, la personne, dans le fond, elle perd pied, elle perd son équilibre, puis elle rentre dans un processus de crise. Il y a aussi la crise psychotraumatique. Les personnes qui ont vécu des traumas, que ce soit les vétérans qui ont été à la guerre, les policiers, les premiers répondants, les personnes victimes de viols, d'agressions, qui ont vécu un post-trauma, ben, c'est un autre type de crise. Donc, ces types de crises-là peuvent mener à des pensées suicidaires puis un passage à l'acte. Oui, ça fait une multitude de choses. La question qui me brûle les lèvres, on a envie de souligner, même si on a dépassé la date de la Journée internationale de l'homme. Je n'ai pas sorti les statistiques ce matin. Là, on aurait pu préparer les statistiques, on aurait eu l'air encore bien plus. Mais mon intention, c'était, je pense qu'on est au courant comme société que c'est plus difficile pour les hommes de demander de l'aide comparativement aux femmes. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est une réalité? C'est une fiction? C'est une réalité. Tu as mis le doigt dessus. Puis au-delà des statistiques, je pense qu'on le sent, ça. Hein? Les femmes vont avoir plus tendance à demander de l'aide que les hommes. Là, je dis ça, puis en même temps, c'est moi, comme homme, comme jeune homme à 17 ans, ben, j'ai pas hésité à aller en thérapie. Je pense qu'il y a différents facteurs qui expliquent ça. Moi, par exemple, mon père a été relativement absent, donc j'ai grandi avec ma soeur puis ma mère. J'ai pas eu le modèle, on ne m'a pas transmis un peu l'image de ce que les gens appellent la masculinité toxique ou le mâle alpha, l'espèce d'homme qui ne doit pas pleurer et qui doit être fort en tout temps. Moi, on ne m'a pas transmis ça, donc ça m'affecte moins, mais je pense que oui, il y a des fois des pères qui ont encore cette vision-là, qui est un peu une vision qui vient des autres générations antérieures. Puis, je pense que la société, hein, on vit d'une société patriarcale qui encourage beaucoup ce modèle-là, qui valorise ce modèle-là de performance, qu'être vulnérable, c'est comme être faible, hein, puis tout ça. Donc, c'est un peu il y a des stéréotypes de genre, il y a des croyances de société, des valeurs de société qui va... c'est comme un apprentissage. Donc, l'homme avance dans la vie avec un espèce de schéma de croyance. Puis là, on fait des généralisations parce qu'il peut aussi avoir des femmes qui adoptent ces croyances-là. Puis comme moi, ben, tu sais, que j'ai quand même... C'était évident que j'avais un problème à 17 ans. Là, on n'avait pas besoin de me faire un dessin. Je le voyais. Je voulais aller mieux dans ma vie. Je me suis mobilisé. Tu sais. Puis il y en a que c'est comme ça aussi dans les appels que je reçois. Puis il y en a qui appellent, puis tu sens cette partie-là de l'homme, là, que lui, là, c'est sa première fois. Puis qu'on est vraiment proche d'un passage à l'acte. Puis là, tu vas aller normaliser les larmes. Tu vas aller ouvrir cette porte-là. Puis tranquillement, tu sais, défaire un peu cette espèce de moule-là, tu sais, dans lequel il est pris. Là. Puis on va venir souligner puis renforcer l'espèce de parle-en, tu sais, laisse-toi aller, puis c'est correct ce que tu vis, puis tu sais, de demander de l'aide. Fait que oui, c'est quelque chose. Puis les organismes s'adaptent de plus en plus. Tu sais, il y a 10 ans, on voyait moins de prévention ciblée pour les hommes. Aujourd'hui, si vous regardez sur le site de la QPS ou des CPS,
bien, on voit beaucoup, tu sais, un homme qui parle à un autre homme, puis on essaie justement de sensibiliser les gens. Aussi sur les réseaux sociaux, tu sais, je pense depuis quelques années, on voit des posts du féminin sacré, du masculin sacré, ou ce que dans le fond, ces concepts-là, c'est comme si l'homme est amené à trouver sa partie féminine ou, tu sais, à connecter avec sa sensibilité, puis à justement demander de l'aide. Fait que je pense que tranquillement, on avance bien là-dedans. Puis il y a quelque chose qui est important à souligner, c'est que la détresse d'une femme puis d'un homme, ça ne se présente pas toujours pareil. Puis là, encore là, tu sais, je me sens très binaire, là. Pardonnez-moi, c'est des personnes non binaires, tu sais. J'aime pas trop les généralisations, mais n'empêche qu'il y a quand même de quoi qui est vrai qu'un homme va souvent avec toute sa colère. Puis lui, c'est pas sa peine, là, puis son désespoir qui est en premier plan. C'est son impulsivité puis sa colère. Il va péter une coche peut-être, puis dans nos services, des fois, on a de l'attente. Hein? Puis quand l'homme, il fait le step de demander de l'aide, bien, on a une petite fenêtre d'ouverture. Il faut essayer d'arranger, d'organiser nos services pour offrir de quoi qui est là qui est temporaire, tu sais, de quoi qui est là, puis peut-être de tolérer l'agressivité de l'homme, de la colère, et non pas dire, ben non, ben, on ne peut pas t'offrir de service ou parce que là, tu sais, tu ne cadres pas dans. Fait il y a tout ça qui est en mouvement depuis plusieurs années pour adapter ça à la réalité des différentes personnes. Tu sais, il y a les aînés aussi, hein. Tu sais, on parle des hommes, puis c'est la thématique, mais justement, les services s'organisent beaucoup, de plus en plus en fonction des populations plus vulnérables. Oui. Mais c'est une réalité, Ghislain, hein, que les hommes ont de la misère à demander de l'aide. Là. Mm-hmm. J'entends que l'homme qui est en détresse a un problème passager d'adaptation par rapport à sa réalité. Difficile pour lui de connecter à toute l'intensité qu'il porte, à sa souffrance, à sa colère, à sa honte, etc. Et des fois, il y a une petite fenêtre d'opportunité qui s'ouvre et finalement, il se retrouve à demander de l'aide à un organisme qui est débordé et qui est et par moments qui peut être aussi coincé dans le processus d'adaptation, c'est-à-dire là, est-ce que je le prends dans l'état où il arrive? Est-ce que je suis capable de le servir dans l'état où il arrive? Est-ce que je peux euh, nourrir cette opportunité-là pour l'aider à prendre du recul, à conscientiser, à s'outiller? Donc, ce que je comprends, c'est que sur le terrain, ce n'est pas forcément simple d'accompagner toute cette demande face à la détresse masculine ou même féminine ou autre. Là. Effectivement. Puis d'autant plus que, tu sais, souvent, les services, les organismes ont des critères d'exclusion, d'inclusion. Hein, ils ont comme des règles, un cadre, ce qui est normal. Donc, des fois, il y a des exemples, les personnes qui consomment souvent, ben, ils ont de la misère à avoir des services parce que, mettons, le centre de crise, ils vont demander que la personne ne soit pas en état de consommation. Les refuges, ça va être un peu sensiblement pareil. Donc, tu sais, il y a beaucoup des organismes qui œuvrent en réduction des méfaits. Ça, c'est essentiel hein, quand on parle de centre de consommation supervisé ou de. C'est une réalité que les hommes et les femmes n'ont pas tout le temps accès à des services pour différentes raisons. Puis, tu sais, comme nous, au CPS, quand on a une rencontre en face à face, bien, c'est sûr qu'on va expliquer le cadre à la personne, qu'on aimerait que la personne arrive sans avoir consommé aux rencontres. Puis, si c'est une personne qui peut vivre l'agressivité, porter ça en dedans d'elle, bien, on va le mentionner que dans la rencontre, c'est important, on met un cadre en place. Puis là, ben, comme intervenant, moi, j'ai dû apprendre au fil du temps à construire un schéma de sécurité, à être capable d'accueillir. Je me rappelle, j'avais déjà travaillé avec des jeunes en difficulté, puis ben, c'était un jeune homme, en fait. Puis, il m'avait un peu rentré dedans avec des mots, hein, puis confronté. Puis comme ceux qui travaillent des fois auprès des jeunes en difficulté, ben, ça fait partie des fois du travail de se faire envoyer chier, puis oui, tu vas recadrer tout ça, mais en même temps, il faut être capable d'accueillir ça, de recevoir ça. Puis moi, le fait, je crois que d'avoir touché ma souffrance, puis d'avoir brassé cette marde-là, pour en avoir fait du compost, ben, ça fait que quand la personne arrive avec ça, ben, je suis capable de l'accueillir parce que je suis quand même à l'aise de vivre ma partie d'ombre puis mes émotions. Mm-hmm. Dans notre environnement, autant pour toi, Steve, que pour moi, il y a des gens autour de nous qui ont fait des tentatives, qui en ont parlé. Dieu merci, en tout cas, pour moi, je n'ai pas perdu personne de proche, mais proche de moi, ça s'est activé.
j'aimerais ça qu'on parle de l'état d'esprit dans lequel les gens qui sont là autour se retrouvent, parce que je me souviens avec quelqu'un de vraiment très, très proche de moi, à quel point je me suis senti totalement impuissant là-dedans et que je remerciais la vie d'avoir, comme tu viens de le dire, déjà été en contact avec ma souffrance, avec le fait que je peux être submergé par moments par une intensité passagère, etc., puis que ce n'est pas 100% de ma réalité, même si dans l'instant, c'est ce que je crois, ce que la méditation pleine conscience m'a amené à réaliser. Je ne suis pas mon émotion, je ne suis pas mon passé, je ne suis pas ma souffrance. Au-delà de l'impuissance, c'est quoi les autres émotions qui sont vécues par les gens qui sont là autour d'eux? Puis comment on pourrait peut-être les outiller un peu, un brin? C'est clairement une bonne question parce que, on travaille nous aussi avec l'entourage, hein, au CPS, on appelle ça les tierces, là, les membres de l'entourage. Puis autant eux que les endeuillés, parce que les gens qui ont perdu quelqu'un par suicide, ils peuvent porter en eux beaucoup de culpabilité. L'impuissance, c'est clair. La culpabilité, elle est présente. La peur, la crainte. Les gens, des fois, marchent sur des œufs. Hein. Ils ne savent pas trop comment composer avec la situation, puis ils n'ont pas tout le temps le recul, le détachement émotionnel nécessaire, parce que là, on parle d'enfants, de proches, de conjoints, de parents. Il y a beaucoup de ce qui ressemble à du stress, de la crainte, là, les émotions du spectre de la colère, de l'impuissance, de la culpabilité. Vite de même, j'ai l'impression que c'est vraiment ces émotions-là qui reviennent souvent. Puis même des intervenants, des fois, nous, on va guider les intervenants, les travailleurs sociaux, qui veulent valider leur intervention, préparer leur rencontre avec une personne suicidaire. Puis on sent des fois que l'intervenant se sent peut-être un peu impuissant ou hésitant, ou craintif à comment j'aborde ça avec la personne. Puis c'est pas rien, hein? L'acte homicidaire puis l'acte suicidaire, c'est quand même, je pense, les gestes les plus fatals qu'on peut poser. Hein? Se tuer soi-même ou vouloir tuer quelqu'un d'autre, ça génère de la crainte, de la peur, puis souvent de la culpabilité quand c'est quelqu'un de proche. Hein? J'ai-tu fait de quoi, moi, là-dedans, ou j'aurais-tu pu faire de quoi? Puis toute l'impuissance de, tu sais, quand on parle de thérapie, de processus de gérer une crise, la personne, ce qu'elle doit faire, c'est un peu un combat. Elle doit monter sur le ring, tu sais. Fait que, mettons, je te prends toi comme exemple avec la personne X qui a vécu ces tentatives-là. Ben, toi, tu ne peux pas aller te battre à sa place parce que c'est son combat. Fait que c'est normal que l'impuissance soit là. Puis en même temps, ben, tu peux être soit un spectateur qui l'encourage ou un coach qui va le guider de plus proche. Mais l'entourage peut et doit jouer un rôle positif là-dedans. Mais oui, ils ne peuvent pas se battre à la place de. Tu sais, comme père, moi, j'ai 2 grands garçons, puis je me rappelle qu'à un moment donné, quand j'ai commencé les premières années à vivre avec eux à temps plein comme père monoparental, j'avais tendance à vouloir les surprotéger ou pas trop. Je crois qu'ils avaient déjà vécu pas mal d'affaires. Puis on veut un peu. Puis, ben, comme père aujourd'hui, ce que je touche beaucoup, c'est l'impuissance. J'ai un bon lien avec mes gars, mais ils ont leurs défis et leurs enjeux. Fait que je peux être un bon coach, puis ça va être là que ça se positionne. Puis j'essaie d'être dans la confiance puis l'amour, mais c'est ça, à un moment donné, il faut comprendre que c'est le processus qui appartient à la personne, puis accepter, tolérer ces émotions-là d'impuissance, tout ça, comme la personne en crise va tolérer d'autres émotions, hein, de honte, de rejet, Fait qu'il y a beaucoup de ça dans la vie, être capable de tolérer. On est d'un monde, je crois, où on est très intolérant à plein de choses. Hein. Un mal de tête égale une Tylenol. On va aller, on a un vide intérieur, on va aller magasiner en ligne, hein, la carte de crédit, les achats. Donc, on va se fuir ce qui nous habite de plein de façons. Donc, on vit un monde de même. C'est un peu normal que les gens aient tendance à faire ça. Des fois, on blâme beaucoup l'individu. Quelqu'un qui arrive avec des problèmes de santé mentale ou qui ne se sent pas bien, c'est comme si on va on va pathologiser l'individu. C'est de sa faute à lui. Alors qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont sociaux, qui sont plus systémiques, qui nous entourent. Fait que des fois, les gens ont l'impression d'être tout seuls à porter leur souffrance, alors qu'on est pas mal beaucoup dans le même bateau. Hein. Puis il y a des changements de société à un moment donné qu'il faut aussi questionner puis aller vers. Là. Je ne sais pas si je me suis égaré, Ghislain, là, de. Ah non, je trouve ça intéressant ce que tu amènes. Et
J'ai appris avec le temps à transformer le mot impuissance en puissance, juste en changeant mon focus. Tu sais, je pense à deux personnes très, très proches de moi et je me souviens de moments où je me sentais impuissance par rapport à la capacité que l'autre change d'idée, mais dans ma puissance du côté de la présence, par exemple, dans ma puissance du côté du lien, dans ma présence du côté de l'encouragement. Donc, j'étais puissant dans quelque chose et au lieu de regarder ce sur quoi je n'avais pas de pouvoir, je me souviens de moments où j'ai fait l'inverse. J'ai dit, OK, je vais placer mon attention sur les choses sur lesquelles j'en ai justement et accompagner du mieux que je peux et voir qu'est-ce que ça donnera en bout de ligne. Right. C'est vraiment ça, tu as trouvé l'entraîneur en toi, hein? Exactement. Ça prend c'est des belles qualités, hein? Ça prend des gens qui sont capables, justement, je pense, c'est un peu ça qu'on fait dans nos vies, ou d'être capable de juste coacher, de guider, hein? On va pas, c'est pas nous qui, tu sais, moi, le mérite revient aux personnes qui s'en sortent, là. Nous, on est un entraîneur, puis tu sais, on a un rôle à jouer, puis on en est conscient. On peut le faire. J'ai aimé ça, comment tu as dit ça, de transformer l'impuissance en pouvoir qu'on a dans la situation. Puis c'est très bien expliqué. Puis je pense que moi, ça résonne en moi, là, tout ça. Comment on peut aider? Puis là, je sors un petit peu à peine du sujet, mais rapidement, tu vas comprendre où je m'en vais, je pense. Comment on peut aider les parents qui ont des jeunes hommes à la maison qui peuvent avoir tendance à, à se terrer dans le non-dit, à s'enfermer dans le silence, à fuir derrière les jeux vidéo ou toutes sortes d'autres de gestes de compensation ou, quels pourraient être des ingrédients qu'on installe dans notre nid familial qui pourraient, je dis bien qui pourraient, contribuer à ce réflexe de plus en plus normal de parler ouvertement, de se confier, de demander de l'aide? Écoute, dans ce qui me montre à première vue, puis je pense que ça va faire ton affaire, ça va faire du sens pour toi, tu sais, c'est de mettre en place une espèce de communication, ben, on va dire non violente, dans le sens que c'est une communication qui va être ouverte, qui va être transparente et authentique. Je pense que c'est important. Un des secrets, c'est de nommer les choses, puis de les nommer avec la bienveillance, puis en considérant, puis en validant l'état de l'autre. Tu sais. Moi, comme parent, si j'habite avec mes enfants, puis je sais qu'ils peuvent souffrir ou être isolés, puis être dans un processus comme tu décris, ben, c'est mon rôle d'aller les voir, puis de communiquer mon amour pour eux, puis, bon, ben, que je peux être inquiet de ça, puis de proposer, on a besoin de liens, hein, de présence, de liens, de rentrer en contact. Je pense que oui, il faut offrir sa présence, puis y aller dans une communication qui n'a pas peur de dire les choses, qui est authentique, qui est faite. Bon, il y a des beaux principes de la communication, là, je ne veux pas faire de la psychopop non plus, mais je pense qu'il faut dire les choses. Hein. Souvent, moi, quand je reçois des appels, je réalise que les gens, ben, il y en a une proportion qui sont mal à l'aise, ne savent pas trop comment aborder le sujet, ou qui pensent, c'est un mythe hein, concernant le suicide, que si on en parle, on va donner le goût à la personne de le faire. Mais c'est un mythe, hein, les gens qui vont écouter, regarder la vidéo. En fait, c'est le contraire. Le fait d'en parler, de demander à la personne, est-ce que tu penses au suicide? Tu sais, ce que tu vis, c'est pas facile. En ce moment, tu penses au suicide? Ben, ça l'ouvre la porte, en fait, à la personne. Parce que ce qui accentue une crise, c'est d'avoir l'impression qu'on est tout seul là, avec toutes ces affaires-là. Fait que de nommer les choses ou de dire comme parent, ben, il me semble, je vois que tu passes beaucoup de temps sur ton ordinateur, tes jeux vidéo, puis ça me manque qu'on ait du temps ensemble, tu sais. Tandis qu'on fasse telle affaire ensemble, qu'on passe un temps où, je sais pas, hein, tu sais, moi, ça, c'est un peu ma couleur, mon approche. En même temps, je sais que c'est plus complexe que ça, puis mais moi, je mise beaucoup sur la communication puis la présence avec nos proches. Communiquer cet amour-là aussi. Là. Ouais. Écoute, ça me parle beaucoup, puis je suis à la même place que toi. Je n'ai pas la prétention d'avoir la recette. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec mon fils plus jeune, Cédric, qui avait 7 ans, Steve, 7-8 ans, puis
moi, je pensais que j'allais y poser la question du siècle, tu sais. Puis en fait, ce fut la question du siècle, mais pas tout à fait dans le sens que je pensais. J'ai demandé à Cédric, est-ce que tu le sais pourquoi je t'aime, tu sais? Puis je me souviens encore de sa réponse et de comment ça m'avait déchiré le cœur. Il m'avait dit, mais parce que je fais ce que tu veux, papa. Et là, écoute, j'ai beaucoup pleuré par rapport à ça parce que la prise de conscience instantanée que j'ai faite, c'est mon Dieu, comment j'ai le seul mot qui me vient, c'est celui du moment où j'étais dans l'armée, là, mais j'ai drillé mon fils à écouter, à se lever le matin, à faire ci, à faire ça, il faut partir, il faut aller à l'école, il faut prendre des bonnes notes, il faut faire les devoirs. Et la prise de conscience que j'avais faite, c'est que je n'avais pas suffisamment dit à mon fils, non seulement que je l'aimais, parce que je lui disais souvent, mais que je l'aimais peu importe quoi. Et, euh, et en cours de route, j'ai réalisé à quel point il y avait des sujets tabous entre nous. La sexualité, la drogue, les mauvais coups, voler, critiquer, bitcher, manquer des cours à l'école. Et je me suis mis à avoir ces conversations-là avec lui. Et il y a quelques mois, mon fils a traversé une situation difficile et je me souviens du réflexe qu'il a eu, ça a été celui de m'appeler. Et il y a quelques semaines, je lui ai demandé, on est revenu là-dessus, puis je lui ai demandé, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu as choisi de m'appeler? Il m'a dit, et ça me touche beaucoup, j'ai développé, papa, la certitude que je peux te parler de n'importe quoi et que tu vas m'écouter et que tu ne vas pas me juger. Et je deviens ému juste à penser à ça parce que je n'ai pas la certitude, Steve, que je suis capable de faire ça tout le temps. Il me semble qu'il y a plein de moments dans les derniers mois où je n'ai pas su accueillir mon fils pleinement dans le non-jugement, mais semble-t-il assez pour que lui, il se sente en sécurité et qu'on puisse départager ce qui lui appartenait de ce qui m'appartenait, puis d'avoir une conversation honnête, franche et authentique sur le sujet. C'est très touchant, Ghislain. C'est très touchant, puis merci de me communiquer, de nous communiquer ce moment-là. C'est des perles dans ta vie, je pense, puis c'est beau comment tu pars de cette question-là qui t'a posée, qui t'a fait réaliser, qui t'a ouvert, déchiré sur le moment, puis que là, aujourd'hui, on regarde le point A puis le point Z, puis tout le travail que tu t'es permis de faire avec ton fils, avec toi-même pour en arriver là, puis à construire ce lien-là, puis ça me touche, puis ça connecte, puis si jamais un de mes fils regarde ça, je le sais, peut-être que ça va connecter avec lui assurément. Moi aussi, j'ai un fils qui, en ce moment, est ouvert et prêt à aller chercher de l'aide pour lui. Puis, c'est ça, il m'a communiqué ça, il m'a appelé, il m'a dit « Ah, ça ne marche pas, puis on a regardé ça ensemble. » Puis, je le sens, tu sais, qu'il apprécie cette présence-là, parce que tu l'as bien dit tantôt, tu as dit « Oui, on peut dire « je t'aime », puis on peut dire des mots, des paroles, ça reste des paroles. Hein. » En même temps, agir, puis démontrer, puis être présent, ça dépasse toutes les paroles. J'essaie depuis quelques années seulement là, de parler moins, puis d'agir plus, tu sais, d'être vraiment plus là-dedans. Fait que peut-être que là, je gagne un peu en humilité en faisant ça, parce que parler, c'est facile. Hein? Puis nos enfants méritent plus que des paroles, en fait. Ils méritent justement, tu sais, moi, je n'ai pas connu l'amour d'un père, la présence d'un père. Donc, c'est normal qu'à la base, bon, ça n'a pas été de quoi qui venait de soi. Puis en même temps, ben, j'ai aucun regret. Puis au contraire, tu sais, je pense que j'ai vraiment tout fait à ce moment-là, ce que c'était plus important. Là, ils sont rendus adultes, 21 ans, 19 ans. Mais je pense que j'ai aucun regret, puis j'ai pas de culpabilité. Je me sens bien avec ce que j'ai offert à mes gars. Puis aujourd'hui, ben, ce lien-là, il est là. Hein? Ça se transforme quand ils deviennent adultes, mais il est là. Puis pour moi, ça va avoir été la plus belle aventure de ma vie. T'sais. Puis après, peut-être de traverser le Canada à pied, puis pour la cause, puis tout. Mais oui, je pense qu'il mérite ça. Puis pour être capable de le faire avec son kid, il faut le faire avec le petit Ghislain, puis le petit Steve, puis le petit Bernard, Éric, Martin. Hein, ces enfants-là intérieurs, ça fait longtemps qu'ils sont dans le garde-robe ou dans un coffre, puis qu'on ne les écoute plus quand ils parlent. Là, hein. On a appris à ne plus les écouter. Fait que
je pense que oui, l'homme a, puis la femme aussi, hein, l'enfant intérieur. Là, moi, quand je travaillais comme intervenant en toxicomanie dans un établissement, j'avais un atelier, j'avais proposé un atelier sur l'enfant intérieur, puis je vais tout le temps me rappeler d'avoir le souvenir de cet homme-là, tu sais, qui a fait, c'est un homme qui avait été, bon, violent dans sa vie, qui avait fait de la prison, tout ça, puis de le voir éclater, tu sais, dans son processus de reconnecter avec cet enfant-là, ça m'a vraiment confirmé qu'on a vraiment chacun dans nous cet enfant-là, qui est un peu notre petit prince à l'intérieur de nous. Hein. Tu sais, on évolue dans un monde d'adultes qui est axé sur peut-être d'autres valeurs que normalement ce qui devrait être. Là, tu sais, il n'y a rien dans la nature, là, si on regarde les végétaux, les animaux, là, qui est de l'ordre de la performance, de la productivité, puis tout ça. Là, ça, c'est vraiment. Nos systèmes font en sorte que, en tout cas, il y a beaucoup de réflexions qu'on peut avoir dans ce sens-là. Fait que je m'égare, j'essaie de rester focus dans le Ah non, sujet. j'aime où tu nous amènes. Tu sais, quand on a 2 nouveaux chatons à la maison, quand je les regarde, clairement, eux autres ne sont pas dans performance. Là, tu sais. Ils ne sont pas dans courir à outrance, ils ne sont pas préoccupés par leur ligne, ils ne sont pas préoccupés. C'est le temps de manger, on mange, c'est le temps de jouer, on joue, c'est le temps de grimper, d'être tannant, on l'est, mais c'est le temps de dormir, c'est aussi le temps de le faire. Tellement. Ouais, il y a un retour qui est là, qui est important. Écoute, on va vers la fin, mais il y a deux choses que je voudrais discuter avec toi. Tu m'as dit quand on a préparé la rencontre, tu es parti de Montréal à pied, tu t'es en allé complètement dans le plus à l'est au Canada. C'est un périple de plus de 3000 kilomètres, plusieurs dizaines de journées. Tu as été accueilli par des gens bienveillants, des gens qui t'ont apporté beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de support. Tu as des moments où tu as dormi dans ta tente, etc. Et tu m'as dit qu'il y a plein de moments où il y a des gens qui sont venus vers toi pour te parler de la perte d'un être cher. Si tu voulais juste, puis encore une fois, le but, c'est pas de jouer au voyeur, mais j'imagine qu'il y a une de ces situations-là qui t'a touché davantage que les autres, si tu avais envie de nous en partager un petit bout. Il n'y en a pas une. Il y en a vraiment plusieurs, tu sais. Il y en a vraiment plusieurs. Ce qui était touchant là-dedans, tu sais, c'est que des fois, dans ma journée, je pouvais parler à une ou deux personnes seulement. Puis ces personnes-là ont vécu la perte de quelqu'un par suicide. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te demandes, ben voyons donc, tu sais. Parce que la façon que je voyageais, j'avais l'air un peu weird, hein? Ça paraissait que je faisais quelque chose, mais c'était pas clair je faisais quoi. Puis les gens, ils n'osaient pas pour la plupart le demander, mais quand il y en a qui le demandaient, ben, on en jasait, puis j'expliquais la cause. Puis c'est là qu'il y avait des révélations, tu sais. Puis j'ai le souvenir d'un homme de 60 quelques années sur le coin d'un Dollarama, un dollar store, puis j'explique pourquoi je marche, puis là, ses yeux, ils brillent, hein? Puis là, la larme, elle veut se pitcher en bas de son œil, mais elle s'en retient. Puis là, il me dit que dans le fond, lui, il a 30 ans, il a perdu sa femme par suicide. Puis on parle ensemble, tu sais, puis je le vois qu'il ne comprend pas trop c'est quoi la schizophrénie, parce que sa femme, la manière qu'il me parle de ça, tu sais, elle avait quelque chose de cet ordre-là. Puis il n'y avait pas des services, peut-être comme aujourd'hui. Puis tu sais, je voyais qu'il était resté avec plein de questionnements, hein, puis tout ça. Puis il y a un autre que son frère s'était enlevé la vie il y a 2 semaines, un jeune de 14 ans que quand c'était au Nouveau-Brunswick, je ne me rappelle plus quel village, puis c'était la cérémonie funéraire, les jeunes, tous bien habillés en chemise, tout ça, qui mettaient en terre leur camarade de 14 ans qui s'est enlevé la vie il y a 2 semaines. Au moment où je passais, je les voyais, tu sais, puis je n'avais entendu parler la journée d'avant. Tellement de personnes, là, c'est au moins une dizaine, là, au moins une dizaine de personnes qui m'ont partagé leur histoire. Puis, c'est ça. Là, je le savais pourquoi je marchais, parce que, tu sais, oui, l'idée, c'est de ramasser des fonds. Hein, puis ça, je l'ai dit en entrevue, dans le sens qu'il y avait un lien, les gens me pouvaient donner, mais moi, en tant que tel, quand je marche, puis que je suis dans ma tente à tous les jours, puis tout ça, puis je cours, puis je vis mon aventure, ben ça reste abstrait, là, pourquoi je marche. Tu sais, les gens, ils lui donnent ou pas, puis... Mais quand on en parle, puis que des gens me partagent, me confient ça, là, ça prenait tout son sens, puis je le savais, tu sais. Là, ça faisait, c'est ça, j'avais l'impression de marcher pour une cause, puis ça me touchait. Puis moi-même, j'avais un processus de guérison là-dedans, tu sais, par rapport à mon père, par rapport à cette partie-là de ma vie, tu sais. Puis
ça a été vraiment quelque chose. Tu sais. Fait qu'il y avait un peu, des fois, la partie intervenante de moi qui prenait place, tu sais, qui accueillait, qui écoutait, tu sais, puis qui prenait un temps, des fois, tu sais, pour accompagner la personne. Mais ouais, c'était plein de rencontres touchantes. Puis je suis convaincu, tu sais, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est supérieur à nous, puis qui met les choses sur notre chemin. Tu sais. J'ose croire qu'il y a une espèce d'intelligence supérieure. Là. Je ne suis pas nécessairement une personne religieuse, là, tout ça, mais j'ai foi, j'ai ma spiritualité personnelle. Puis c'est ça. Je pense que j'ai fait effectivement des belles rencontres puis les gens en ligne, par le biais de la page, ont été. J'ai aussi eu des témoignages là sur Messenger. Tu sais, je n'ai pas vraiment parlé, mais j'ai eu peut-être pas loin d'une dizaine aussi, là, que leur enfant a fait une tentative ou des gens qui ont perdu des proches. Puis le support des gens, ça a été vraiment cool. Moi, je ne m'attendais pas à ça du tout là, quand je suis parti marcher. Là. Ouais. Moi, je suis profondément touché, très ému de t'entendre. Ça connecte à une part de moi qui est tellement sensible à tout ça, puis bienveillante. Et c'est une part de moi avec laquelle j'apprends à composer actuellement. Tu as comme plan, Steve, de reprendre la route. Je ne me souviens pas exactement de la date. Je ne sais pas si ça sera en 2022 ou plutôt en 2023, avec l'intention cette fois-ci de partir de Montréal, mais de marcher en direction ouest, donc un périple qui sera beaucoup plus long que les quelques mois que tu as mis à marcher vers l'est. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire là-dessus par rapport à ton projet? Oui, la première étape, je suis parti le 1er mai 2021 de Montréal à Cape Spear, hein, le point le plus à l'est. Puis normalement, j'aurais dû partir au printemps prochain. Puis là, évidemment, quand je pars faire cette aventure-là, j'ai besoin d'argent. Donc, tu sais, j'ai économisé de l'argent. Puis là, ben, je n'aurai pas l'argent, c'est impossible. J'ai fait des démarches là, hautes qui m'ont coûté de l'argent, là, mon retour. Fait que j'ai choisi le 1er mai 2023 pour repartir de Montréal à Tofino, qui est le point le plus à l'ouest sur l'île de Vancouver. Donc, il me reste encore, tu sais, j'ai tellement hâte, ça me manque tellement, tu sais, puis tantôt, tu as parlé des petits bobos, mais en fait, il y a eu le même petit bobo qui est arrivé 2 fois, mais quand j'ai terminé, j'en avais pas de bobo, puis j'étais top shape. Puis, tu sais, j'avais besoin de me reposer, mais un mois plus tard, là, j'étais prêt à repartir, puis j'ai tellement aimé ça de vivre différemment. Tu sais, moi, j'essaie de m'orienter, bien, définitivement, je pense que je suis devenu un peu minimaliste dans ma façon de vivre. C'est ça que je veux mettre d'avant-plan, puis avoir un mode de vie dans lequel le travail prend moins de place, puis que je voudrais vivre de façon plus simplicité volontaire, minimaliste, tout ça. Fait que pour moi, de vivre dans ma tente dans la rue, ça fait bien du sens. Puis j'ai hâte de repartir. Malheureusement, il faut que j'arrive à économiser de l'argent. Puis je n'ai pas envie de faire un GoFundMe. J'avais fait ça la première fois. Les gens ont été super généreux. Ça m'a donné un coup de main. Mais là, je n'ai pas envie de demander de l'argent. J'ai envie vraiment d'économiser mon argent, tout ça. Donc, ça va être pour la même cause, fort probablement. Je vais voir si c'est la QPS ou tout ça, mais ça pourrait changer. Mais jusqu'à date, ça risque d'être encore la cause de prévention du suicide. Puis, pas mal ça que j'ai à dire. La première partie, j'ai fait 3400 km. Là, je m'attends à en faire 5000. Là, je vais aller plus en ligne droite, alors que là, la première partie, je me suis pas mal amusé là, dans les provinces. Fait que ça devrait prendre peut-être 5-6 mois certains là, pour la deuxième partie. Ouais. Écoute, dernière question que j'ai pour toi. Si là maintenant, j'écoute ça et je me dis, moi j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de support, j'ai besoin de parler à quelqu'un, j'imagine que tu connais adresse de site web ou numéro de téléphone qu'on peut partager avec les gens. Oui, si on parle de suicide, de crise suicidaire, puis même si tu n'as pas de plan ou d'intention de passer à l'acte, nous, dans les appels qu'on reçoit, il y a des personnes il y a un passage à risque imminent, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des idées suicidaires, mais sans intention de s'enlever la vie là, dans un futur proche. Mais toutes ces personnes-là, ils font bien d'appeler. C'est important d'appeler. Donc, la ligne provinciale, c'est le 1-866-APPEL. À partir de là, il existe un paquet d'autres ressources pour les problèmes en dessous du suicide. Mais il y a la ligne 1-866-APPEL, puis il y a aussi les services sont offerts par les centres de prévention suicide aussi, c'est le suicide.ca. Donc,
c'est de l'intervention par clavardage, par texto aussi. Puis il y a aussi une trousse d'outils en ligne, là. Puis même un bottin de ressources pour les régions. Fait que si toi, ton problème, c'est l'alliance conjugale, tu as été victime de viol, d'agression, de problèmes de dépendance, toxicomanie, ben, ou peut-être qu'il y a des organismes pour les hommes aussi. Il y en a à Québec, je pense à Autonomie, l'organisme Autonomie. Il y en a dans d'autres régions. Fait que, tu sais, sur cette.ca, il y a un bottin de ressources. Sinon, un 866 APL, puis dans chaque ville, dans chaque grande ville, il y a un centre de crise normalement. Donc, c'est tous des endroits où les gens peuvent aller chercher sans attendre trop long. D'un, la ligne, c'est direct, hein, c'est 24/7, fait que tu peux appeler n'importe quand. Si tu regardes la vidéo, puis tu ne vas pas bien, tu sais. Puis sinon, il y a le 811 qui est plus une ligne d'écoute avec des intervenants psychosociaux. Si la personne n'est pas en crise suicidaire, des fois, on va la référer au 811, à telle aide. Il y a vraiment plusieurs lignes et plusieurs organismes dans les régions. Donc, Puis en fait, je terminerai en disant que c'est quand même une force qu'on a au Québec. Vu que j'ai marché dans les autres provinces de l'Est, je peux dire qu'il manque beaucoup de ressources, puis ça m'a été confirmé par les gens hein, quand je discutais avec eux. Fait que, mettons, exemple, à Terre-Neuve, tu as 2 grandes villes, donc les services sont là. Mais c'est une grande île, puis les gens qui n'habitent pas dans ces villes-là, ils n'ont pas de services. Puis même chose pour la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, tu as 2, 3 grandes villes maximum où il y a plus de services, mais c'est des grands territoires, souvent, il n'y a pas d'aide. Fait qu'au Québec, on a quand même cette chance-là. Puis souvent, on fonctionne avec très peu de budget, très peu de subventions. C'est pas facile dans le communautaire. Donc, voilà. Là, je sais pas, vous en valez la peine. T'es important, t'es importante. Là. Peu importe si tu penses que justement tu ne l'es pas. Peut-être ne pas oublier que la façon que tu le vois, c'est pas la face, c'est pas qui t'es. T'sais. Puis donne-nous une chance aux gens qui t'entourent de peut-être jouer, jongler avec ces balles-là, là, puis de sortir du tunnel dans lequel tu es. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire. Là. Puis merci, Ghislain. Hein, c'est une belle expérience que j'ai vécue avec toi. Belle rencontre. Je pense que les gens devraient apprécier aussi. Je te trouve très authentique. Ça me touche. Puis je t'apprécie. Merci beaucoup. Merci. J'aime ça demander aux gens avec quoi ils repartent. Avec quoi tu repars, toi, de notre échange? Qu'est-ce qui a été nourri en toi? Ben vraiment, c'est quoi qui va t'appartenir à toi? De quoi c'est ton ouverture, c'est ça, là, d'être toi-même, de t'être montré vulnérable, de nous avoir partagé cette partie-là. Moi, ça me touche. Puis ça me touche aussi parce que j'ai l'impression que ça donne le droit aux autres personnes, hommes et autres personnes qui nous écoutent, de se le permettre. On est dans une société c'est un peu tabou hein, d'aller mal, de moins être en forme, de vivre des choses, alors que pourtant, il y a bien des affaires hein, que les gens font, mais qu'on n'en parle pas. Hein. Puis entre autres, la souffrance, les émotions. C'est beau, en fait. C'est beau dans ce que tu montres, dans ce que tu vis, dans ce que tu offres. C'est cette beauté-là que j'ai eu accès en discutant avec toi que je retiens le plus. Puis je pense qu'on a tout en dedans de nous, mais il faut que les gens se permettent d'y accéder et de le partager. Je suis d'accord avec toi. Je repars avec... Écoute, je repars avec cette connexion à toi, à ton humilité, à ta façon de regarder les choses, d'y mettre des mots qui sont empreints d'humanité, qui sont empreints de douceur. Ça me fait du bien, ça m'a fait du bien de connecter avec toi. Puis, je suis d'accord avec toi quand, peu importe avec qui on est, d'autres hommes, d'autres femmes, peu important, dès qu'une des personnes se permet d'être vulnérable, d'être authentique, à quel point ça crée un espace d'échange absolument incroyable. Je termine la rencontre, Steve, de la même façon que je termine les autres. J'aime écrire un petit texte pendant qu'on se parle. Des fois, tu m'as peut-être vu l'impression que j'étais en train de faire d'autres choses. J'ai écrit un petit texte à la courageusement humain. Demander de l'aide avec humilité, même si ça fait peur ou que mon ego s'active, pour transcender sa souffrance, transformer la honte, la culpabilité en opportunité de voir sa propre lumière et laisser justement rayonner son essence, bien, c'est aussi ça, être courageusement humain. Merci, mon cher. Merci. Et au plaisir de te serrer dans mes bras en live
Yes. Bientôt, parce qu'on est dans le même coin de pays, donc on aura sûrement cette chance-là. C'est un rendez-vous, Ghislain. Good, merci beaucoup. Et puis merci à tous ceux et celles qui ont été là. Si vous avez des commentaires, des questions, juste à les mettre dans les commentaires, puis ça nous fait passer plaisir de passer. Ciao.